Voilà, bon allez, Merci, je te partage ce qu'il faut. je te remercie. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Donc, comme je le disais, il y a certaines personnes qu'on a déjà vues au cours d'un autre webinaire, aussi le long de d'autres projets. Donc, pour se resituer un petit peu, je vais vous présenter tout simplement Fablim. Si vous avez toute question, que voilà, on est un petit groupe, hein, donc n'hésitez pas à mettre directement un message dans le chat si vous voulez prendre la parole, ou bah, dès que la personne a fini son temps de parole, n'hésitez pas directement à activer du coup vos micros et à poser votre question. Comme ça, c'est vraiment un temps d'échange entre nous, donc sentez-vous libre à ce niveau-là. Donc pour Fablim, donc l'objet social de Fablim, c'est d'arriver à connecter science et société. Donc pour inventer des projets qui trouveront ou en tout cas amèneront la connaissance nécessaire pour faire vivre des solutions de territoire adaptées aux enjeux donc de personnes et d'environnement. Au niveau de notre fonctionnement, on est à la fois sur du développement de thématiques, on va dire principales et entre guillemets historiques de notre association. Et en parallèle, on continue d'explorer donc de nouveaux champs, donc de nouvelles thématiques en réponse à des questions de société émergentes, donc notamment face aux enjeux climatiques et aux enjeux sociaux actuels et à venir. Sur le côté du coup à gauche de la slide, vous retrouvez une liste de thématiques qu'on traite depuis quelques temps et puis en ce moment, donc actuellement. Donc, vous pouvez voir que c'est assez varié. On a de la filière, des céréales, on parle logistique. On a aussi des projets avec des tiers-lieux nourricieux. Ah, attention, Dominique, vous avez votre micro d'activer, on vous entend. Euh, J'en étais donc logistique, tiers-lieux nourricier. Et aussi, on traite énormément, un petit peu de manière transversale sur les différents projets qu'on mène autour de la création de communautés apprenantes. Donc, on essaye toujours, en fait, d'animer une communauté, de créer l'échange, des synergies comme on le fait aujourd'hui, et qui est toujours un petit peu un échange. Voilà, je prends des ressources, je pose des ressources et on propose des formations, etc. Donc on est vraiment sur l'esprit de communauté. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Évidemment, si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous avez mon mail, donc je suis tout à fait disponible pour échanger avec vous. Et je vous invite également à aller sur le site de Fablim, www.fablim.org. Je vais le mettre juste après dans le chat. Vous pouvez consulter du coup le dernier rapport d'activité. Donc là, vous aurez vraiment une explication, description de chaque projet en cours et avec les partenaires, etc. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à aller consulter. Tu peux y aller, Thomas. Donc pour aujourd'hui, voici le déroulé du webinaire donc en 5 parties. On va commencer par un petit tour de table donc pour que chacun puisse se présenter. Ensuite, je ferai un bref rappel des objectifs et étapes du projet donc Upskill. Ensuite, Thomas prendra la parole pour la restitution de son étude. Et on passera à la dernière partie qui concerne les modules du coup e-learning de la plateforme du coup du projet Upskill et d'un temps d'échange. Donc après, on a mis un peu un cinquième le temps d'échange pour voilà, que ce soit libre, on va dire, poser toutes vos questions et comme vous le souhaitez. Mais en réalité, évidemment, comme je vous invite vraiment à participer, à échanger tout le long du webinaire, hein. C'est vraiment l'esprit et l'objectif premier de ce temps d'échange, c'est de pouvoir voilà, créer des synergies entre nous. Donc, n'hésitez pas. Ah, vas-y, Thomas. Donc, encore. Pour le petit tour de table, bah, juste simplement pour me présenter, donc je suis Pauline. Je suis chargée de valorisation chez Fablim et là, donc, je suis chargée de projet sur Upskill. Thomas, je te laisserai te présenter et ensuite, bah, voilà, on laisse que chacun prenne la parole pour se présenter le projet agritouristique qu'il a ou en tout cas l'intérêt qu'il a par rapport à ce secteur. Et si vous avez des infos ou des initiatives à nous partager, n'hésitez pas. Très bien. Moi je m'appelle Thomas. En fait, je suis stagiaire actuellement pour Fablim. Donc j'ai chargé de projet sur Upskill Plus. Donc j'ai assisté voilà aux dernières réunions transnationales. Donc, c'est pour ça on a des choses à vous dire en plus là sur la question enfin l'avancement du projet, la structure des modules. Pauline y reviendra plus tard. Et j'ai effectivement été en charge d'une étude en fait, de mener des entretiens auprès des professionnels pour arriver à mesurer
les besoins en compétences, les enjeux généraux de l'agritourisme à l'heure actuelle, à l'échelle nationale. Donc on y reviendra plus tard. Voilà. Bonjour, moi je suis Émilie Varro. Je donne un coup de main sur des missions actuellement en l'absence de Juliette en renfort de l'équipe pour quelques mois chez Fablim. Merci, Émilie. Bah, allez-y. Moi, sur mon écran, j'ai Dominique, mais si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, n'hésitez pas. Bonjour à tous. Moi, c'est Gaëlle Julien. Je suis dirigeante de l'agence de communication Lowers, qui est spécialisée dans les enjeux de transition écologique et sociale. Et je vais m'occuper du coup du module marketing. Voilà. Paul, est-ce que vous pouvez prendre la suite? J'y vais alors, vous m'entendez là? Oui. Oui, bonjour à tous, Dominique Brichet de l'Ardèche. Donc, je suis conseillère agricole spécialisée sur l'accueil à la ferme en Ardèche, donc à la Chambre d'agriculture. Le temps que je réactive le micro. Paul, je suis dans le Cher. J'ai créé une maison d'hôtes dédiée à l'écotourisme et à la cuisine durable, une maison d'hôtes dans un village au milieu de la forêt, donc dans un écosystème particulier qu'il faut faire connaître et protéger. Voilà. Bonjour, je m'appelle Sylvie. J'ai créé le pavé dans la poêle pour parler d'alimentation durable auprès des particuliers et des professionnels. Donc, entre autres pour ça, je crée des ateliers de cuisine chez les producteurs maraîchers. Et comme pour l'instant, je fais ça de manière, enfin, on a inauguré ça au printemps. C'est un peu décousu et du coup, ce projet me sert à réfléchir à l'idée de créer une route, un chemin. On a la route des vins, on a la route Osso-Iraty chez nous, des fromages. Et l'idée, ça serait de créer un cheminement, pareil, où les particuliers pourraient venir rencontrer les producteurs. Voilà. Merci, Sylvie. Bonjour. Bonjour, donc Jérôme Carrier, moi je suis là, je représente l'IVEA. L'IVEA, c'est le Fonds de formation des exploitants agricoles. Je dépends de la délégation Sud et je travaille sur 3 départements d'Occitanie. Bonjour, donc moi c'est Bian Maeva, je représente le centre de formation CFPPA de Venours qui propose donc des blocs de formation pour les porteurs de projets en agriculture, accueil à la ferme pour l'hébergement et l'animation à la ferme. Bonjour, Alexis Loire, animateur au CIVAM Haute-Garonne. Et donc, je pense pas que j'ai pas avoir besoin de présenter les CIVAM. Du coup, nous, on organise chaque année l'événement de ferme en ferme, comme c'est le cas dans 25 départements, portes ouvertes à la ferme pour les agricultrices et agriculteurs engagés en agriculture durable et qui nécessitent souvent un accompagnement et de la formation. Et également, depuis l'année dernière, on propose un programme de formation sur tout ce qui est agritourisme. Et également, on accompagne des fermes sur l'accueil de public, accueil à la ferme, accueil social, accueil pédagogique. Et voilà, et ce qui m'intéresse, c'est d'être plus reconnu et connu des acteurs agritouristiques et touristiques en région notamment, des institutionnels et de comment travailler avec divers acteurs, Gîtes de France, les CRT, les CDT, Vivea, voilà.
Oui, je prends la suite. Je suis aussi au CIVAM, à la FR CIVAM Occitanie, sur le département de l'Aude. Donc, comme m'a dit Alexis, on travaille sur de ferme en ferme, sur des accueils différents en agrotourisme. Et on est toujours, puisqu'on est à disposition des agriculteurs, en fait, on est toujours à répondre à des demandes d'agriculteurs qui voudraient développer l'agritourisme. Excusez-moi, mais c'est quoi un accueil en agritourisme? Ben, ça Est-ce que dépend quelqu'un, parce que déjà la dernière fois on avait beaucoup parlé de ça sans jamais le définir. Moi, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée d'accueil en agritourisme. Allô? Ça peut être extrêmement varié. En fait, les accueils en agritourisme, c'est la base même, c'est dans le mot, hein, c'est autour de l'agriculture, mais ça peut être des accueils qui peuvent être de temps court, de temps long, avec des hébergements, comme l'a dit Alexis Lou après, sur de l'accueil pédagogique, de l'accueil social, enfin toutes sortes d'accueils qui utilisera, enfin qui travaillera avec des agriculteurs sur un territoire donné soit avec une dimension éducation à l'environnement, soit une dimension éducation à l'agriculture et aux techniques agricoles. Enfin, il y a énormément de choses qu'il peut y avoir autour de l'agriculturisme, enfin, par rapport à notre définition, nous. Mais la particularité même, c'est que c'est l'agriculteur qui est au centre de l'activité. Alors oui, moi je voulais un petit peu réagir parce que c'est vrai qu'il y a cette définition assez classique de l'agritourisme qui part d'une exploitation agricole forcément. Moi je sais que je me suis aussi entretenu, bah, elle était présente la dernière fois avec Manon Damalix, donc la coordinatrice de l'accueil paysan. Et je sais que eux, ils ont un spectre un peu plus large, c'est-à-dire que ils intègrent dans leur réseau pas seulement des gens qui ont une exploitation, mais aussi des gens qui ont un très fort rapport à la terre en fait, et qui proposent des activités en lien avec ça. Merci Yann et Thomas. Euh, ne s'est pas du tout présenté? J'ai Chloé. Oui, bonjour. Chloé Sachaud, je travaille pour la Chambre d'agriculture France et je suis chargée d'études agritourisme. Merci. Ensuite, Marianne, vous nous entendez? Vu que vous êtes au téléphone. Sinon, elle se présentera après. Je ne sais pas s'il reste quelqu'un qui ne s'est pas Oui, présenté. je Mélanie, peux oui. prendre la suite. Oui. Allez-y. Donc, je suis Mélanie Durdux, je suis coordinatrice de projet à la FRAT. La FRAT, c'est un centre de formation qui se situe à Autran. Et du coup, moi, je suis plus particulièrement sur les thématiques liées à la création d'entreprises, plutôt en milieu rural et montagne, et sur les thématiques de cuisine de terroir, cuisine durable. Super, bah, merci à tous et à toutes. Marianne se présentera à la limite juste après si elle revient. Thomas, je te laisse passer la slide. Donc, je vais rapidement vous présenter les objectifs du projet Upskill. Euh, la première, on va dire, grande ligne, c'est que du coup, c'est un projet donc, où on est avec l'Italie, l'Espagne, l'Irlande, la Finlande et Chypre. Donc, en tout premier, on va dire que c'est l'objectif premier, c'est de dresser un panorama plutôt européen de la formation en agritourisme. Donc, enfin, voilà, là, le but, c'est de travailler sur une carte interactive pour représenter toutes les initiatives et les formations existantes. Ensuite, ce dont on va un petit peu plus parler aujourd'hui, c'est la conception donc, de modules de formation en e-learning en open source, qui donc seront directement sur la plateforme Upskill. On est en train de la créer, je vous montrerai juste après. Et enfin, donc, sur cette plateforme, on aura vraiment un outil numérique d'e-learning qui sera en soutien en fait aux formations du coup que certains d'entre vous peuvent déjà
proposé, ce serait vraiment l'idée de, voilà, de venir se compléter du coup à ce réseau déjà existant. Vas-y, Thomas. Donc là, c'était une petite présentation des partenaires. Merci. Donc, bon, bah voilà, on a plutôt des partenaires qui sont soit déjà dans la recherche, plutôt dans l'éducation, et donc qui ont aussi toutes ces solutions d'apprentissage en ligne, notamment donc, pour développer la plateforme de e-learning. Au niveau du coup des étapes, donc pour reprendre là où on en est actuellement, donc on va dire depuis début septembre, donc on a préparé donc cette deuxième réunion. Du coup, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, on a pour but de créer ces échanges assez souvent. Voilà, là, on s'était dit que voilà, peut-être tous les 3 mois. Bon, bah voilà, là, on garde, on va dire, les premiers contacts qu'on avait eus lors de la premier webinaire. Mais du coup, voilà, on ajoute à chaque fois dès qu'on a des contacts, voilà, par exemple, grâce à des échanges comme Thomas a pu faire les entretiens. Dès que voilà, on peut voir des personnes intéressées, du coup, on essaye de, de les mettre dans ce petit groupe pour qu'à chaque fois, du coup, on ait des projets et initiatives assez variés. Donc, restitution d'études, donc surtout là pour Thomas, donc il y a... non, tu peux laisser la slide d'avant, s'il te plaît. Donc, pour Thomas, surtout, qui va vous présenter cela après. Ensuite, juste après ce webinaire, on va passer à la conception des modules. Donc, je vous présenterai les 9 modules qui vont être créés. Fablim va être responsable de 2. Et donc, aujourd'hui, vous avez même la chance d'avoir les 2 formatrices qui sont avec nous. Et bien sûr, donc l'objectif, c'est voilà, de rendre ces 2 modules les plus adaptés possibles. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on va échanger aujourd'hui, pour que ces modules vous correspondent et soient utiles et que vous puissiez du coup vous en servir. Ensuite, novembre, on va passer donc à la formation des mentors, c'est-à-dire les personnes qui vont être mentors, formateurs, référents de la plateforme et des différents modules. Donc, ça, ce sera en commun avec tous les partenaires début novembre. Et en parallèle, on crée donc la plateforme où seront hébergés les différents modules. Et enfin, l'année prochaine, entre janvier et mars, on passera à la grande phase test, donc des modules et aussi des ateliers qui seront faits en présentiel. Donc là, ce sera vraiment quand tout sera prêt et qu'on pourra passer vraiment au test. J'avais une question, je ne sais pas si je peux intervenir, Oui, Dominique oui, allez-y, Delardèche. bien sûr. Savoir si dans l'état des lieux, enfin, l'étude qui a été faite, est-ce qu'il y a déjà eu aussi un état des lieux sur les plateformes en ligne qui existaient déjà, sur lesquelles en direction des agriculteurs notamment? Non, pas réellement. Donc, on a eu quand même quelques pistes parce que grâce aux échanges du coup qu'on a déjà menés, on a eu notamment la dernière fois, il y avait une personne qui avait une plateforme de formation en ligne. Mais après, à proprement dit, vraiment que sur l'agritourisme, on n'a pas non plus poussé la recherche, mais on n'a pas vraiment de référence là-dessus. Parce que je pense qu'au niveau des chambres d'agriculture, il y a un outil qui existe alors pour la formation globale en Oui. agriculture, pas que spécifiquement, D'accord, mais oui. donc ça, oui, ça existe au niveau du réseau chambre. Totalement en e-learning, du coup. Oui. D'accord. Mais même, il y a des choses sur France Numérique ou tout ça, il y a quand même pas mal de choses, hein. C'est vrai que... Ok, merci Thomas, si tu peux passer. Et d'ailleurs, je te passe la parole. Ok, très bien, bah écoutez, moi je vais vous faire la restitution d'études. Alors évidemment, là, je suis affaire à des spécialistes de l'agritourisme, donc voilà, c'est avec humilité aussi que j'ai envie de restituer cette étude. Il faut rappeler que voilà, c'est un instantané, c'est lié aussi à un échantillonnage. Donc je ne prétends pas apporter voilà la vérité absolue sur ces questions. C'est plutôt en fait l'occasion aussi de nous permettre d'échanger, de permettre voilà enfin de vous permettre de réagir et de confronter en fait nos connaissances sur ces questions-là et pour arriver à la vision la plus complète possible en fait. Donc alors
Alors en fait, par rapport au constat qu'on avait dressé lors du dernier webinaire, on avait souligné qu'en France, il y a beaucoup d'offres en agritourisme, des offres avec des formats et des publics très variés, qu'on observe une consolidation de l'offre en fait en termes d'ateliers à la ferme, de séjours d'immersion et de soirées festives. Et donc, à travers le projet Upskill Plus, l'idée, c'est d'outiller ces acteurs de l'agritourisme en leur proposant des modules de formation en ligne et de renforcer et diversifier les possibilités de monter en compétences pour ces acteurs. Alors, bon, nous, on n'a pas forcément, on n'a pas le désir de se substituer à des offres qui existent déjà. Voilà, c'est pour ça que j'ai aussi mené des entretiens, qu'on peut continuer à mener des entretiens et qu'on peut continuer à discuter de ces questions-là, pour justement, en fait, définir des modules qui puissent servir à d'autres. Parce que nous, c'est en open source, donc parmi les acteurs de l'accompagnement, ça peut intéresser effectivement d'avoir parfois certaines ressources clés, des choses qui vont rester sur Internet, qui sont peut-être mobilisables avec un public, au moins en préambule à un accompagnement plus sérieux ou ce genre de choses. Enfin, il y a beaucoup de possibilités qui sont ouvertes. Nous, de notre côté, c'est sûr qu'il y a une dimension un peu de cursus complet avec les partenaires transnationaux, mais je pense qu'il y a une utilisation qui peut être assez libre en fait de ces différents modules. Alors en fait, du coup, une j'ai mené une série d'entretiens en fait pour mieux appréhender les différentes modalités d'accueil en agritourisme, mais aussi pour recenser les éventuels besoins en compétences des professionnels afin d'orienter la création des modules du projet Upskill Plus. Plus largement, cet entretien ont fait émerger ou réémerger en fait des enjeux plus généraux et permis aussi de laisser s'exprimer les différents acteurs sur les perspectives envisagées à l'avenir. En fait, dans le cadre de cette étude, deux groupes ont été interrogés, un groupe principal composé de prestataires d'activités agritouristiques et un deuxième groupe plus composite constitué de structures diverses. Donc, parmi ces structures, deux font l'accompagnement au projet agritouristique, deux sont spécialisées dans la création de modules d'apprentissage, et une dernière est une actrice du tourisme, en fait. Alors, par rapport au groupe principal, en fait, attendez, au niveau du groupe principal, en fait, celui des prestataires d'activités agritouristique, j'ai interrogé 9 initiatives. Alors, évidemment, l'agritourisme englobe un spectre d'activités très large. Là, l'idée, c'est plutôt d'interroger des acteurs qui, au-delà ou en complément des prestations en restauration ou en hébergement, proposent des activités en lien avec l'alimentation ou l'artisanat sous la forme d'ateliers ou de stages. Alors, parmi ces acteurs, il y en a 3 dont l'activité principale est l'agritourisme, représenté ici en vert. 4 dont l'activité principale est agricole avec des activités secondaires en agritourisme, représentées ici en bleu. Et 2 dans lesquels la part d'activité agricole et la part d'activité agritouristique sont équivalentes en rouge, en fait. Alors, les acteurs en vert sont explicitement engagés dans une perspective de transition alimentaire. Les acteurs en orange font du maraîchage bio et proposent des activités très nombreuses en lien avec l'alimentation, mais plus largement, je dirais, la sensibilisation à la nature. Et dans les deux cas, elles proposent de l'accueil social. Parmi les acteurs bleus dont l'activité principale est agricole, les initiatives 1 et 9 font de la production biologique et proposent des activités artisanales, mais aussi en lien avec l'alimentation dans le cadre de l'initiative 9. Quant aux initiatives 5 et 8, elles sont impliquées dans des activités de transformation mixte en conventionnel et en biologique. L'initiative 5 propose simplement des visites de l'exploitation, mais l'initiative 8 fait beaucoup d'ateliers alimentaires dans le cadre périscolaire. Il s'agit ici d'éducation à l'agriculture et à l'alimentation, mais en fait sans réel parti pris pour une transition alimentaire. Alors, concernant les profils des personnes interrogées, en fait, beaucoup de gens en reconversion. Alors, 3 personnes avec des profils en communication et 2 viennent du secteur social et de l'animation. Le directeur de l'association qui correspond à l'initiative 7 est plutôt un ingénieur en énergie et environnement. Et sinon, il y a 3 profils agricoles, dont un avec BTS GPN, c'est-à-dire un BTS gestion et protection de la nature. C'est un type de BTS qui propose un parcours qui mêle agriculture et animation, justement. Donc, pour beaucoup, ce sont des acteurs qui disposent de capacités en communication pour valoriser leur offre, qui, par le biais de formation agricole, maîtrisent des aspects administratifs, juridiques et de comptabilité, et pas seulement liés à des cursus agricoles d'ailleurs, qui sont souvent très à l'aise sur des activités d'animation, en fait, donc c'est leur cœur de métier. Et il y a il y a des profils justement animation en fait de longue date hein, sur ces types de segments-là. Et il y en a beaucoup. Et puis il y a pas mal de renforcement de compétences en fait avec des formations complémentaires, alors des formations culinaires, réglementaires, alors justement réglementaires sur des plateformes en ligne, au niveau de la conception de projets,
Bon, on peut penser, j'avais interrogé quelqu'un qui était labellisé Accueil paysan, donc qui avait été complètement accompagné en fait sur son projet accueil pédagogique, accueil social. Concernant les statuts, alors il y a des statuts MSA, SARL, CAE, donc coopérative d'activité et d'emploi, les statuts liés à l'auto-entrepreneuriat. Alors bon, dans un premier temps, mais alors voilà, c'est quelque chose qui est déjà mis en place, discuté, etc. C'est vrai que compte tenu de la diversité de ces statuts, il est toujours intéressant de produire des modules en fait consacrés en fait des modules réglementaires en fait sur la question des statuts, dans lesquels on fournit des informations clés pour comprendre les possibilités et les limites associées à chacun de ces statuts, et pour permettre de guider un usager dans la construction d'un projet agritouristique. Alors dans le cadre du projet Upskill, ça nous est un peu difficile en raison de la dimension transnationale du projet, et donc de la pluralité des législations. Mais dans le cas où serait élaboré un module de ce type, il y aurait probablement deux postures: soit être en mesure de faire quelque chose de très exhaustif avec les difficultés que ça suppose, car les lois sont susceptibles d'évoluer, soit faire quelque chose de plus synthétique, de plus transversal, afin de dégrossir le sujet en préambule à un accompagnement individuel par une structure spécialisée. Sachant qu'évidemment, il y a des choses qui existent, qui sont déjà mobilisables. Alors, par rapport aux jeunesses de ces projets, deux sont des reprises d'exploitation familiale, au niveau des initiatives que j'ai interrogées, alors des exploitations familiales sur lesquelles se sont redéveloppées des activités d'accueil, mais sinon, dans l'ensemble, ce sont des projets qui ont été conçus pour intégrer des contacts avec des publics. Alors, concernant les types d'activités, alors il est intéressant de remarquer que les trois acteurs les plus engagés en fait dans la transition alimentaire proposent tous des stages tout public et ou à destination des professionnels, et on désire de développer davantage ces axes-là. Alors, au niveau de l'enquête, ce sont des profils qui sont déjà très compétents en la matière, hein, au niveau, voilà. Mais il y aurait peut-être des modules à envisager en fait sur des procédés pédagogiques, des aspects réglementaires de certification associés à la construction de stages, qui serait peut-être intéressant de développer en fait dans l'objectif de soutenir en fait les acteurs qui agissent dans le sens des transitions alimentaires, des transitions agricoles. Alors de manière plus générale, alors, évidemment, tous les acteurs sont en capacité de proposer des activités variées, originales, de budgétiser ces activités, d'envisager les aspects réglementaires, les normes de sécurité. Alors, en termes d'exemple d'activité, là, sur l'échantillonnage, il y a, en termes d'hébergement, camping à la ferme, logement insolite, c'est logement éco-responsable. Sur les thèmes alimentation, nature, atelier de sensibilisation, cuisine, atelier jardin, potager, vente directe sur le lieu d'hébergement, là. Pique-nique, rallye jardin, activités créatives, peinture végétale, stage de vannerie, stage de filage de la laine. Donc des choses qui sont très variées, assez originales pour certaines d'entre elles. Alors concernant les publics de ces initiatives, donc là on revient finalement aussi à certaines catégories en agritourisme. Alors finalement pas mal d'accueil de groupe sur les initiatives interrogées, donc des enfants en cas scolaire, périscolaire, aussi à l'occasion de périodes de vacances, dans certains cas des groupes de retraités sur des activités organisées, et aussi des groupes en accueil social. Donc en fait ces types d'accueil social et pédagogique, voilà, bon, tout le monde voilà, fonctionne sur la base de partenariats avec des institutions, donc centres de loisirs, instituts médico-éducatifs, associations, ONG qui démocratisent l'accès aux vacances et qui sont mobilisés sur des problématiques sociales. Donc une reprise du constat que l'accueil pédagogique, l'accueil social constituent des axes très développés au niveau des initiatives en agritourisme et qui sont aussi très accompagnés en fait sur ces axes-là. Et sinon, ben, on retrouve aussi des prestations en agritourisme dans une forme commerciale beaucoup plus classique. Alors, en dehors finalement des publics de groupes déjà constitués, envoyés par d'autres structures, ça va être tout ce qui est accueil individuel, en fait, donc sur des activités type stage pour adultes, hébergement, etc., avec des touristes étrangers, des gens de passage, des vacanciers, des gens qui voyagent seuls, des gens qui voyagent en couple, des gens qui voyagent en famille. Voilà. Et alors, cette fois-ci, sur l'axe de développement, en fait, des volontés de développement des différentes initiatives que j'ai pu interroger. Alors au-delà finalement du désir de proposer des nouvelles activités, donc dans des circuits qui sont quand même assez classiques, avec une activité qui est déjà posée, etc. J'ai pu quand même constater pas mal de volontés croisées de développer des stages, donc j'en parlais déjà tout à l'heure, de la formation. Donc on revient peut-être à la nécessité dans l'avenir de produire des modules en soutien à ces activités-là sur en fait des exploitations touristiques. Et il y a aussi beaucoup des velléités en fait d'approfondir des partenariats locaux
Alors, dans certains cas, tout simplement pour enrichir l'offre d'accueil, type proposer un lieu d'hébergement avec un atelier et faire venir, je sais pas, en vannerie, faire venir quelqu'un qui a d'autres techniques pour diversifier l'offre, ou alors s'organiser avec un guide en montagne pour venir chercher des gens, voilà, et enfin faire des espèces d'activités croisées comme ça. Mais alors, au-delà de simplement enrichir l'offre, au niveau des partenariats locaux, il y a aussi la volonté de développer des projets plus larges pour répondre aux objectifs de développement durable. Voilà, avec le voisinage, tout un ensemble de choses de cet ordre, en fait, qui sont... Bon, plusieurs acteurs m'en ont parlé, en fait. Donc là, ça dépasse un petit peu le cadre de l'offre agritouristique en tant que telle. En tout cas, c'est encore poussé plus loin la cohérence par rapport à une démarche, en fait, qui va être en écotourisme, en résilience énergétique, etc. Thomas, Je te- je t'interromps une petite seconde parce que tu as plusieurs questions dans le chat. La première qui vient d'Alexis et qui demande les exemples de stages qu'il souhaiterait développer. Alors, beaucoup de stages au niveau de l'alimentation. J'ai aussi beaucoup en fait interrogé des gens qui ont déjà mis en place des stages. Donc, par exemple, des stages liés à l'alimentation, mais sur des questions d'hygiène, en fait. Après, on pourra peut-être, enfin, peut-être que si Paul voudrait intervenir, parce que je sais elle a pour désir de monter au niveau des stages. C'est beaucoup des stages alimentaires, donc, auxquels elle a fait référence. Mais en fait, tout un ensemble de stages au niveau j'ai envie de dire, de réacquérir tout un ensemble de savoir-faire. Alors, ça peut être des savoir-faire au niveau alimentaire, mais c'est aussi des savoir-faire artisanaux, en fait. C'est bon, Paul est là. Oui, 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 j'étais là, j'avais coupé. Comme mon réseau est faible, Pas de problème. je coupe, mais je ne sais pas comment vous voulez mener la réunion. Oui, moi j'ai prévu peut-être un peu de parler des questions d'alimentation, mais je le fais maintenant ou plus tard quand on Thomas, présente. Non, mais là, on parlait plutôt, en fait, du fait qu'il y a beaucoup d'acteurs, dont vous faites effectivement partie, qui ont une offre agritouristique, une offre d'hébergement, etc., mais qui sont alors parmi les plus impliqués en fait sur les questions de transition alimentaire. Alors vous n'êtes pas la seule. Beaucoup de volonté de monter en stage. Voilà, des stages, il y a des choses qui ont déjà été développées et des choses qui sont en développement. Et la question qui était posée dans le chat, c'est quel type de stage en développement? Et du coup, pas je d'exemple. vais envoyer un peu la balle. Et vous voulez que je donne mon avis tout de suite, c'est ça? Oui, enfin, oui, si vous voulez. Ouais. Ouais, peut-être je vous laisse finir la restitution, puis on parlera après. Je sais pas, c'est Comme comme. vous le sentez, ouais. Pas de Ce qui problème. est sûr, c'est que je posais la question sur l'agritourisme tout à l'heure, parce que pour moi, c'est pas très concret. Moi, je tiens pas de ferme, quoi. Donc, et pourtant, dans mon activité, je développe un très fort rapport à la terre. Et je pense que c'est essentiel de travailler de la terre à l'assiette. D'où l'enjeu alimentaire, qui est un enjeu qui devient déterminant pour penser les futurs d'une société, pour moi, maintenant, en Ah, fait. Parce exactement. que c'est sortir d'un système alimentaire qui rend malade les êtres humains, la planète, le climat, qui aggrave la crise climatique. Et je pense que ça fait partie des responsabilités de l'accueil en écotourisme. Moi, c'est plus le terme que j'utilise parce que Mm. de mettre au centre, pas au centre, mais enfin, peut-être à cause de prendre les enjeux alimentaires, que ce soit pour des stages, pour préparer des petits déjeuners quand il y en a, ou faire des repas à la ferme quand il y en a, etc., de prendre en compte ces questions-là. Donc, il y a besoin énorme de formation, ça, j'en suis à peu près sûre. Mais voilà, après, c'est pas juste les stages que je développe, que je fais moi dans ma maison d'hôte, mais je pense qu'il faut que ce soit plus large que ça, quoi. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment des formations à monter. Le petit déjeuner Ah, standard partout, c'est baguette blanche, croissant, pack de jus d'orange. Il n'y a pas pire que ça, quoi. Voilà, pour tout. Donc, comment on arrive à déstandardiser tout ça et à avoir une autre approche de l'alimentation dans nos maisons
dans nos Oui, structures. je suis désolée, Paul, mais je me permets d'intervenir. Je pense que les petits déjeuners, on ne peut pas généraliser. Je pense que sur les fermes, on trouve autre chose que du jus d'orange et des baguettes blanches. Enfin, Oui, je pense oui, que c'est je dis standard, je parle pas des fermes, je dis standard des accueils touristiques. Je parle pas du tout des fermes, là. Mais dans tous les hôtels, dans beaucoup de maisons d'hôtes, c'est ça. Donc, je suis désolée, je veux pas faire une généralisation, mais le standard est plutôt celui-là, quoi. Voilà. C'est... Il y a Alexis qui a levé la Oui, main. Ah, voilà. oui, je voulais réagir juste pour réagir à ça. Effectivement, enfin, pour moi, c'est pas de l'agritourisme, mais on peut aussi former les acteurs touristiques à travailler avec les acteurs agricoles, notamment pour proposer des petits déjeuners, par exemple bio local, dans les hôtels, Du coup, il y a aussi un échange à avoir entre les acteurs classiques du tourisme et le monde agricole. Bon, ça, Ouais. c'était une parenthèse. C'est un échange assez compliqué à établir, en fait, hein. Oui, oui, oui. C'est bénéfique à Bon, bien des égards, ouais. Mm. mais du coup, ça peut être un sujet à traiter, c'est une parenthèse. Et non, je voulais revenir sur le développer des offres de formation. Alors, du coup, moi, je comprenais là dans la restitution que les fermes interrogées, les structures interrogées, voulaient proposer des formations sur leur lieu pour des publics. Moi, je l'ai compris comme ça. Et avec le témoignage de Paul, je le comprends qu'il faut former les acteurs agritouristiques. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Parce que je pense que les deux sont OK. Alors, J'imagine. Il y a plein de fermes qui proposent des stages ou des formations sur leur lieu en tant que posture de formateur. Mais du coup, il faut faire attention au terme de formation, qui est un terme hyper encadré au niveau de la loi. Et la formation, on ne peut pas dire qu'on fait des formations comme ça. Il faut avoir un numéro d'OF déclaré. Enfin, il y a plein de trucs qui doivent être respectés. Donc voilà, c'était juste, je voulais faire un petit. je suis tout à fait d'accord, en fait. Le truc, c'est que, alors, alors, l'idée, c'était un peu de mesurer les besoins, en fait, en compétences à travers les entretiens. Après, c'était des entretiens, en fait, très transverses, donc on a abordé beaucoup de choses. C'est pour ça que là, sur les différents points, en fait, voilà, je fais des restitutions, en fait, sur des points thématiques. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du fait qui me paraît, en fait, enfin, j'ai rencontré plusieurs fois des gens, justement, et souvent très engagés au niveau de la transition alimentaire, chercher à développer des stages. Certains parlaient de formation, et quand je parle de formation, je parle plutôt de choses qui vont être moins pas à destination d'un grand public, mais plutôt à destination de professionnels, de cuisiniers, par exemple, etc. Et en fait, justement, là, j'étais en train de me poser la même question que vous, c'est, bah, il faut arriver à dégrossir cet aspect-là, parce que si c'est des choses qui intéressent ces acteurs-là de développer des stages, etc., il faut peut-être leur fournir, c'était une hypothèse de ma part, en fait, voilà, sur laquelle vous avez rebondi, et ça rentrerait pas forcément dans le projet Upskill, d'ailleurs, c'est plutôt voilà, une idée générale, de fournir, en fait, des modules pour justement mieux maîtriser bah, les aspects réglementaires, ces questions-là, en fait, ouais. Il y avait d'autres questions ou d'autres... Je crois que c'est tout. Après, si quelqu'un veut directement intervenir pour poser une question, n'hésitez pas. Oui, moi j'avais posé une question, je n'ai pas compris. Ça concerne combien de personnes, ça, l'étude, Alors, là, les premières enquêtes? Et c'était savoir est-ce que c'était les personnes qui étaient présentes à la première réunion ou ça a non, été non. étendu? D'accord. Je Alors n'ai voilà, pas bien compris, il y en a 9, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Alors le truc, c'est qu'il y a des gens qu'on avait rencontrés à la première réunion, et bah sinon non, c'est plutôt bah, continuer une investigation, chercher au niveau sur Internet. Et voilà, j'ai pu. Après, c'est aussi en fonction des disponibilités des gens, hein, parce que je veux dire, Donc c'était on peut 9 pas arrêter. personnes, c'est ça, 9 personnes, ouais. Alors là, il y a les 9. Alors, en fait, je vais réexpliquer. Il y a eu deux groupes que j'ai interviewés. Premier groupe, là, que j'ai appelé groupe principal, qui est visible sur la slide, en fait, avec justement plutôt alors là, c'est des prestataires d'offres touristiques. Et en parallèle, sur un regard assez transversal, j'ai aussi interrogé des structures d'accompagnement, donc type CIVAM, réseau accueil paysan, etc. Et aussi des gens qui font de la formation et de la formation en ligne. Et quelqu'un aussi en office enfin, une agence en fait réceptrice de tourisme pour enrichir un peu l'analyse en fait. Et voilà. Donc là, ce que je livre, le groupe le plus, enfin sur lequel j'ai bâti le plus d'informations, c'est plutôt ce groupe principal avec 9 personnes qui font l'agritourisme. Mais je veux dire au niveau de mon analyse, je reviens aussi sur des constats généraux plutôt de structure en fait aussi. Voilà.
Alors, attendez. Alors, j'étais en fait sur la question des volontés d'approfondissement en fait des offres touristiques. Alors, j'avais évoqué le fait qu'il y a un développement, il y a une volonté ou des stages déjà de développer, voire même des velléités au niveau des formations sur. Alors voilà, est-ce que après on est encore dans le cadre de l'agritourisme? Enfin bon, ça c'est des choses qui se discutent. Moi, je volontairement été en fait dans une acceptation quand même assez large, dans une acceptation qui est proche de celle que j'ai exprimée tout à l'heure. Donc finalement de ce lien à la terre, en fait, j'estime que quelqu'un qui fait de la restauration ou de l'hébergement, mais qui est en lien avec des thématiques agricoles fortes au niveau de la durabilité, au niveau de l'état d'esprit, enfin, bah, à mon sens, fait de l'agritourisme en proposant en fait ce type d'offre. Alors au niveau, je m'étais aussi aperçu que justement, en fait, au-delà même des offres agritouristiques, il y avait une volonté de s'organiser collectivement sur des thématiques de développement durable. Et pour finir, j'allais simplement en fait préciser que en fait sur les 9 initiatives, il y a 7 acteurs qui parlent aussi explicitement de monter en compétence en se confrontant à d'autres pratiques à travers des temps d'échange entre pairs en fait. Donc l'acteur associatif a notamment a une vraie volonté d'organiser ou de participer à des sessions d'échange sur des sujets alimentaires et des sujets techniques autour de l'autonomie énergétique. C'est des sujets sur lesquels cet acteur est en fait assez bien positionné. Et il y a également une initiative qui est associée à la construction d'un Food Lab dans l'idée de créer une dynamique territoriale multi-acteurs et de proposer un lieu qui permette des montées en compétences réciproques. Évidemment, c'est des choses qui existent déjà. Je me permets de réinsister en fait sur des tendances, sur des dynamiques. Concernant les réseaux, alors évidemment, ce sont des acteurs qui, dans le cadre de leur activité, sont en interaction avec des réseaux variés. Alors ça peut être des réseaux de production agricole, mais aussi des réseaux d'animateurs, des réseaux associatifs, des réseaux institutionnels pour ceux qui font de l'accueil pédagogique et social, et puis en partie des réseaux d'acteurs du tourisme, des organismes type Office du tourisme, ou des structures qui fédèrent des activités touristiques à destination de groupes de vacanciers, etc. Donc, de manière générale, ce sont des acteurs qui sont à l'aise dans la constitution ou le développement de réseaux et qui, du fait de la publicité autour de leurs activités, peuvent facilement être sollicités aussi par des acteurs extérieurs. Ensuite, ce dont l'agritourisme n'est pas l'activité principale ont globalement des réseaux moins développés, ou en tout cas moins diversifiés, tout simplement car ils sont polarisés par leurs activités de production. Et alors, néanmoins, indépendamment de ce constat général, il est souvent souligné par ces différents acteurs qu'il peut y avoir un manque de communication entre acteurs proposant de l'accueil ou un manque de dynamisme des réseaux en tourisme, en fait, type réseau d'hébergement, etc. Alors, s'il existe des réseaux nationaux en agritourisme, alors évidemment, on pense à Bienvenue à la ferme, Accueil paysan, etc. Tous les prestataires d'offres agritouristiques n'en font pas forcément partie. Et surtout, il n'existe pas vraiment de réseau d'accueil durable. Il y a régulièrement des projets qui cherchent à monter un réseau efficace en accueil durable, mais sans réussir à proposer un outil ou à fédérer un réseau qui devienne vraiment pérenne. Paradoxalement, il y a des systèmes de labels, alors notamment le label écologique de France, etc., mais pas de réseau en tourisme durable. Et ce type de réseau, enfin, de réseau structuré officiel, hein, et ce type de réseau pourrait intégrer tout un ensemble de pratiques agritouristiques également. Il y a une possible assimilation de certaines, voilà, de certaines initiatives en agritourisme, à mon sens. Donc là, il y a une lacune à observer qui empêche parfois les acteurs de s'identifier les uns les autres. C'est des constats qu'on a fait parfois et qui empêche aussi voilà, de s'organiser collectivement pour partager plus activement des pratiques, notamment, et des publics, en fait. Alors, concernant plutôt les besoins en formation, qui était plutôt le cœur de la recherche, en fait, alors dans cette catégorie, j'ai un peu, là, dans ma présentation, j'ai un peu fusionné les besoins exprimés avec les besoins clairement exprimés avec les compétences qui sont déjà maîtrisées, mais ressenties comme indispensables euh, pour, euh, pour exercer des activités d'accueil. Alors, ce qui est le plus récurrent et ce qui m'a été confirmé par les structures qui accompagnent ceux qui veulent faire de l'agritourisme, ce sont les besoins d'information sur les questions réglementaires. Alors, il faut savoir que la réglementation en hébergement et en restauration est quelquefois assez dense. Il y a notamment des cas de figure complexes juridiquement. On pense en particulier aux législations en lien avec les hébergements insolites. Au niveau des activités alimentaires, à l'inverse, sur des régimes sans viande, par exemple, il y a des réglementations qui peuvent s'avérer moins lourdes. Encore une fois, c'est un peu un défi d'arriver à développer des modules en réglementation qui ne vont pas être obsolètes. Après, il y a des choses qui bougent pas trop non plus aussi au niveau de la loi. Il faut arriver à développer des modules qui vont être soit assez généraux, soit assez nombreux pour aborder un ensemble de points précis.
Donc il y a un arbitrage important à faire si on veut des modules, si on veut faire des modules réglementaires consacrés à l'agritourisme. Et puis surtout qu'il y a quand même beaucoup effectivement de modules et d'organismes de formation qui font voilà, en fait, je veux dire, qui proposent déjà des modules, en fait, sur ces questions-là. Donc, il y a déjà tout un ensemble de ressources, des personnes ressources qui interviennent dans ces cas précis. Donc, il faudrait être en mesure de dresser un panorama général de ce qui est accessible du point de vue d'un professionnel de l'agritourisme pour pouvoir développer quelque chose d'un peu transversal ou de complémentaire avec ce qui se fait déjà en accompagnement. Il y a aussi rapidement des offres payantes sur Internet. Alors, comme évoqué précédemment, au niveau du projet Upskill, c'est pas une dynamique qui est envisagée compte tenu du caractère vraiment trop transnational du projet, en fait, hein. Il faudrait qu'on collabore tous à ce niveau-là, faire un module tous ensemble, alors qu'on sait plutôt départager les modules, en fait. Alors, il y a un second besoin, c'est celui de développer des compétences en marketing. Donc, ça va être comment commercialiser un produit. Peut-être que ça peut être aussi comment envisager une stratégie marketing sérieuse en fonction d'un segment de marché, d'un type de client identifiable, etc. Alors, si les compétences réglementaires sont perçues comme déterminantes, mais sont finalement bien maîtrisées par les acteurs de l'échantillonnage, en revanche, beaucoup de ces acteurs estiment manquer d'aptitude en marketing. Donc, nous, on va développer un module marketing pour le projet Upskill, mais dont on n'a pas encore fixé le contenu. Là, c'est en construction, ça va être en construction. Et voilà, dans le meilleur des cas, et d'ailleurs, je vous invite à finalement vous peut-être intervenir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on est assez pour impliquer aussi des usagers en fait dans la conception de ce module. Alors évidemment, il y a des besoins en communication, mais dans le cas de notre échantillonnage, le tiers des acteurs sont formés sur ces questions-là. Donc manifestement, il y a une tendance à retrouver des gens qui ont fait de la communication dans les métiers de l'agritourisme, mais il demeure évidemment pertinent de démocratiser ces connaissances-là par le biais d'un ou de plusieurs modules. Ensuite, des compétences en animation qui ont pu être évoquées, encore une fois, à l'occasion de ces entretiens que j'ai menés. Donc, à savoir conduire une activité à destination d'un groupe, savoir adopter un type d'activité ou un type de discours en fonction d'un public, observer et faire observer tout un ensemble de règles de savoir-être. Alors, il a aussi été évoqué la capacité à monter une activité, à savoir la budgétiser en fonction du matériel utilisé, la proposer en session de test, etc. Alors ça, c'est un segment qui nous intéresse pour développer un module à notre échelle, car il y a une dimension assez transversale et qui peut permettre d'intégrer des dynamiques assez créatives en soutien au développement d'activités. Donc nous, ça nous intéresse. Et pour finir, souvent, ce qui est évoqué par des professionnels, c'est des compétences assez générales. Donc par exemple, des capacités organisationnelles. Alors évidemment, c'est très large, hein, ça va de la capacité à organiser des plannings d'activités et d'hébergement, jusqu'à veiller aux normes réglementaires sur le lieu d'accueil, ou encore d'en aménager l'accessibilité, hein. Il y a toutes les compétences administratives, de comptabilité, de trésorerie aussi, qui ont été évoquées lors de l'enquête. Ce sont des capacités déterminantes, mais en agritourisme, mais aussi dans d'autres types d'activités. Alors, pour terminer un petit peu mon exposé au niveau des compétences, j'aimerais terminer sur un point qui était soulevé non pas par les prestataires d'offres agritouristiques, mais par les réseaux et les structures d'accompagnement que j'ai interrogés dans le cadre du second groupe, donc. Alors après, ça se rapporte au marketing, c'est la volonté de former les acteurs de l'agritourisme, en fait, s'organiser sur des offres packagées, sur des séjours tout compris, en fait. Alors c'est une idée qui est séduisante, mais qui est un peu complexe à articuler. Dans l'idée d'un module, ce serait de fournir des informations aux usagers pour savoir comment mettre en place une offre packagée, à qui s'adresser, etc. Évidemment, ça impose de s'organiser avec des acteurs qui sont en capacité en termes de réglementation, de monter ce type d'offre et de collaborer avec des agences de tourisme. Alors, dans le cas de l'étude, j'ai aussi eu l'occasion d'interroger une agence de tourisme réceptrice, en fait, à Sète, qui avait collaboré avec un CPE en 2016 pour proposer une offre agritouristique packagée. Alors, le fait est que ça n'a pas fonctionné, aucun séjour n'a été vendu, donc c'est une offre qui a été abandonnée. Aussi, voilà, à l'occasion de cet entretien, j'ai pu identifier avec cette personne les obstacles rencontrés, voilà, au nombre de 3 que je vais vous détailler ici, en fait, pour nourrir un peu la discussion. Alors d'abord, il y a un frein organisationnel sur les offres packagées, qui est un frein voilà, organisationnel, logistique, et il se situe souvent en fait au niveau de la disponibilité des agriculteurs et des agricultrices. C'est difficile de proposer par exemple quelque chose sur une journée en fait en garantissant que chacun des prestataires sera disponible sur les créneaux créneaux déterminés en fait.
Alors du côté de l'agence de tourisme réceptrice, si on se met à leur place, il y a d'abord la difficulté de réunir un nombre suffisant de touristes pour que ce soit rentable. Alors je sais pas, il faut peut-être au moins 6 personnes dans un minibus et ensuite il faut pouvoir s'assurer des disponibilités des agriculteurs. Donc ces deux choses, entre elles, ajoutent en fait beaucoup de complexité pour arriver à monter concrètement une journée, un séjour, quelque chose de packagé en termes d'agritourisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est moins le cas sur des parcours associés en fait au vin, car manifestement, les viticulteurs sont très habitués à être ouverts, à se montrer disponibles en fait pour accueillir une clientèle, etc. Alors, le deuxième frein aussi qui a été identifié, c'est plutôt au niveau des tendances de marché. L'agence en fait que j'ai interrogée propose des offres packagées et l'hébergement, mais c'est surtout l'hébergement qui fonctionne. En fait, ce que cette directrice d'agence m'a rapporté, c'est qu'en fait, les offres packagées, ça ne fonctionne pas vraiment, en fait. Quel que soit l'angle thématique, hein, pas seulement au niveau de l'agritourisme. C'est-à-dire qu'à l'ère d'Internet, des smartphones, les gens vont souvent préférer s'organiser tout seuls. C'est-à-dire que, selon elle, ils n'ont pas la volonté en fait, de s'engager sur une journée, de prendre une responsabilité sur une journée ou deux. Et ils veulent souvent garder un sentiment de pleine disponibilité et décider des activités qui vont mener un petit peu au moment où ils ont envie de le mener en fait, hein. Donc typiquement, ils peuvent aller voir des fermes ou ils peuvent aller voir des caves, mais ils prennent leur voiture et ils y vont beaucoup tout seuls en fait, quoi. Alors le dernier frein, donc le troisième frein, c'est que simplement, et on l'a un petit peu évoqué dans les deux points que je viens dont je viens de parler, c'est que c'est un modèle économique qui n'est pas viable en fait le plus souvent. Les offres packagées en agritourisme, en fait, les touristes n'ont pas forcément envie de débourser beaucoup d'argent sur ces offres-là et c'est peu rémunérateur, voire pas rémunérateur en fait pour des agences de tourisme. Et c'est beaucoup d'énergie parce que voilà, l'objectif c'est pour vendre en fait ces offres packagées, ça demande beaucoup d'énergie pour convaincre des clients potentiels. Et derrière, les retombées économiques sont quand même très faibles. Voilà. Donc en fait, indépendamment de l'identification de ces différents freins, je pense que le débat reste aussi ouvert. Alors, il faut peut-être approfondir cette enquête et tâcher de rencontrer des prestataires d'offres packagées qui fonctionnent. Il y a peut-être des recettes à apprendre, à appliquer, ou peut-être qu'à l'inverse, ce type de produit est trop difficile à commercialiser et qu'il faut d'autres manières créatives de proposer des offres commerciales conjointes entre acteurs de l'agritourisme. Donc voilà, j'ai terminé ma récitation. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de réagir au niveau de ces différents enjeux, des nuances en fait que vous pouvez aussi apporter à cette analyse. S'il y a des points qui vous paraissent plus cruciaux que d'autres, notamment au niveau des besoins en compétences. Il y a Alexis, du coup, qui avait réagi sur l'offre packagée, qui précisait que le CIVAM du Gard, ils avaient mis ça en place. Je ne sais pas si Alexis, tu veux en dire deux mots. Bah, en fait, j'ai parlé avec Yulia, elle m'en Ah avait bah, parlé de ça. ouais, mais je crois que t'as bien résumé, hein, ça marche difficilement. Ouais. Très bien, Alors, merci. c'est dommage, hein, parce que c'est une idée séduisante, ça permettrait de rapprocher les différents acteurs. J'ai dit que des fois, il y avait un manque de réseau structuré voilà, sur certaines thématiques ou certaines affinités. Et effectivement, l'offre packagée permettrait un support en fait, sur ces réseaux-là. Mais voilà. Et ensuite, il y avait une petite question de Dominique concernant, en fait, si on pouvait du coup connaître les réseaux et les structures d'accompagnement qui ont été interrogées pour l'étude. Et en fait, on n'a pas fait remplir, du coup, Dominique, de feuilles d'autorisation donc pour vraiment dévoiler les noms des personnes et les structures. Euh, Après, on pourrait le faire si, du coup, c'est pertinent. Et après, si jamais là, dans les présents, du coup, aujourd'hui, pour le webinaire, il y en a qui ont été interrogés et qui veulent intervenir en disant qu'ils ont été interrogés, qu'ils ont peut-être, voilà, des choses à rajouter, bah, n'hésitez pas. Mais sinon, là, comme ça, à l'heure actuelle, on peut pas, du coup, Oui, vraiment dévoiler toutes les données. merci. Moi, en tout cas, je m'étais inscrite pour être interrogée. Je n'ai pas été interrogée. Oh non, Thomas, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah, c'est encore possible, hein. Toujours intéressant d'enrichir l'analyse. Moi j'ai une question. Le travail que vous avez fait là, en introduction tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait plusieurs partenaires européens.
Et je Ouais, voulais savoir si, parce que je comprends pas tout, hein, ouais, mais c'est pas est-ce que simple. les partenaires européens ont eu la même méthodologie? Et est-ce que si c'est le cas, est-ce qu'ils en sont arrivés aux mêmes conclusions? Mhm. Puisque vous avez dit que vous aviez proposé un parcours de formation ou des modules de formation sur différentes thématiques. Vous avez parlé de marketing, entre autres. Est-ce que les autres opérateurs européens sont sur le même fonctionnement et les mêmes idées, quoi? Mhm. Alors, en fait, c'est vrai que le projet, il est un peu sur une double collaboration, en fait. C'est-à-dire que les modules et nos partenaires, en fait, techniques, c'est au niveau européen, au niveau transnational. Et donc, il y a un premier niveau de collaboration avec eux pour préparer ce cursus-là. Mais en fait, dans le projet, ça a été designé de manière à ce que chaque acteur de chaque pays, en fait, sonde au niveau voilà, de son propre espace national, fasse ses propres enquêtes, en fait, pour faire remonter. Et en fait, c'est un deuxième niveau de collaboration. Et nous, on est parti là-dessus. Alors après, là, l'analyse que j'ai faite n'était pas vraiment demandée dans le projet. Donc en fait, les gens du partenariat n'ont pas fait d'études vraiment équivalentes. Il y a surtout eu un sondage sous forme en fait de Google Form qui a été diffusé. Et on a un peu agrégé ces différents résultats. Mais là, c'est plutôt, bon, voilà, à l'occasion de mon stage, et puis pour renforcer la connaissance en fait du secteur et un petit peu mieux, voilà, un petit peu commencer à étendre un réseau au niveau de Fablim qu'on m'a demandé de ça, à faire ça. Et puis pour qu'on maîtrise mieux le sujet, en fait, hein, je veux dire, avec la responsabilité de faire des modules et puis d'être aussi en capacité de discuter avec des acteurs pour avoir vraiment des retours d'expérience etc., quoi. Voilà. Et alors là, les modules, de toute manière, Pauline, on va vous les présenter. Donc ça, nous, on est sur deux modules. Il y a 9 modules, il me semble. Et du coup, on va vous les présenter. Pauline va s'en charger. Oui. Eh ben allez, j'enchaîne sur ça. Hop, merci Thomas. Pour le projet de manière générale, donc tous les partenaires, on a ces 9 modules en commun. Voilà, je vous laisse la liste. On a voilà fait quelque chose qui va du début à la fin, on va dire. Il y a un peu voilà plutôt des modules introductifs et ensuite on passe vraiment sur les innovations technologiques, le marketing. Donc voilà, plus on va dire dans le cœur de métier. En 6 et 7, dynamiser les activités de groupe et marketing, ils sont en gras parce qu'en fait, c'est les deux qui sont attribués donc à Fablim. Et donc, c'est là vraiment que, par rapport à votre question, Jérôme, là, du coup, nous, enfin, vraiment, vu qu'on a poussé, on va dire, l'étude, nous, là, par contre, on va vraiment utiliser toutes les données récoltées et analysées par Thomas dans nos deux modules parce que du coup, voilà, là, ça, c'est nous qui les créons, donc on va vraiment pouvoir alimenter encore plus. Euh, Au niveau de la structure des modules, ils sont tous donc en e-learning. Ils durent entre 1h15 et 2 heures. Chaque module est divisé en 4 chapitres. Et ensuite, à la fin, vous avez une petite évaluation finale. Donc, c'est plutôt des modules e-learning voilà, sur une base classique. Et ensuite, on a un deuxième temps qui, du coup, se fera pour la phase test l'année prochaine entre janvier et mars, où c'est une partie, du coup, vraiment en présentiel. Donc, avec chaque responsable de module du côté français. Donc, enfin, chaque partenaire le fait donc dans son pays. Où là, vraiment, ça va être 2 heures d'atelier animés donc, par le formateur et par module en présentiel. Donc, qui va venir en fait compléter le module e-learning suivi du coup sur la plateforme. Euh, Tu peux passer la slide d'à côté et après revenir sur celle-ci. C'est juste pour montrer la plateforme sur laquelle on est. Donc, c'est upskillproject.eu. Et là, bon, sincèrement, elle est en construction, hein. Pour le moment, vous n'allez pas y trouver grand-chose. Mais voilà, simplement pour que voilà, vous l'ayez déjà en tête, c'est là-dessus, du coup, que vous pouvez retrouver ensuite les modules. Je te laisse remettre la slide juste avant. Merci. Voilà, donc après là, l'intérêt aussi aujourd'hui là pour ce petit temps d'échange, c'est de voir avec vous un petit peu votre retour sur les 9 modules.
parce que du coup, on va passer à la conception. Donc, c'est vrai que là, on a déterminé les thèmes et la trame, mais c'est un petit peu maintenant qu'on peut faire des retours et qu'on va pouvoir en fait les inclure. Et donc, notamment, en fait, aujourd'hui, sont présentes donc Émilie, qui va être en charge avec moi du module 6, donc sur les activités de groupe, et Gaëlle, qui du coup est en charge du module marketing. Donc, je ne sais pas si Émilie ou Gaëlle voulaient dire quelque chose ou si vous avez une question un peu plus précise. Mais en tout cas, là, n'hésitez pas, de manière générale, à faire vos retours sur vos besoins, sur qu'est-ce qui serait utile dans ces deux modules qu'on a peut-être pas ailleurs et que du coup, ce serait bien pour compléter. Voilà, n'hésitez pas à nous faire du coup votre retour sur ces modules, même ceux en général, hein, sur les 9. Mais c'est vrai que là, vu qu'aujourd'hui, en plus, Gaëlle et Émilie sont là, c'est sûrement la bonne occasion pour faire des retours sur ces deux modules-là. Et, sur dynamiser les activités de groupe, donc avec Pauline, on va faire une proposition dans les 2 semaines qui viennent, un petit peu sur la structuration du module, sachant qu'effectivement en France, comme vous êtes plusieurs à l'avoir dit, il y a beaucoup de choses qui existent et puis le travail de Thomas nous l'a remontré. Donc on va surtout, je pense, essayer de bien structurer les différentes possibilités d'activités et existantes ou en tout cas pistes d'activités existantes et quelle forme elles ont. Parce que finalement, là, on est surtout sur une mise en valeur de l'existant et de pouvoir emmener des personnes qui, on va dire, démarrer en agritourisme, même si c'est très vaste et qui auraient envie on va dire, de s'analyser en fonction de leurs besoins, en fonction de ce module-là de dynamisation des activités. Soit des personnes qui auraient un niveau, je dirais, de démarrage, qui ont envie de porter une activité agritouristique et qui pourront y retrouver un vaste champ d'activités, soit des personnes qui en font déjà et qui ont envie de se diversifier ou de se remobiliser sur des activités qu'elles portent déjà avec des exemples ou on va essayer de rendre ça assez didactique puisque la production, c'est pas nous qui l'aurons des modules, c'est un autre pays. Donc nous, on va faire des propositions de contenu à ce stade. Et ce qu'on espère, c'est que, bien entendu, ce sont des choses qui pourront évoluer dans le temps. En étant enrichi de vos retours et aussi des retours des absents aujourd'hui. Mais n'hésitez pas effectivement dès maintenant à nous faire remonter ce que vous attendez, ce que vous pourriez attendre à l'intérieur d'un tel module. Je laisse la parole à Gaëlle. Je suis là. Oui, par rapport au module marketing, du coup, là, nous, on va plutôt partir sur essayer d'accompagner les acteurs dans la structuration de leur offre. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils veulent vendre, qu'est-ce qu'ils ont envie de proposer aussi. C'est important d'essayer de bien se positionner sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme information, comme connaissance, et, euh, et structurer l'offre par rapport au marché, par rapport à ses propres compétences, etc., par rapport aux produits. Donc, on va essayer de bien cibler ça. L'idée, c'est pas de partir sur un module qui soit, comment dire, très théorique sur le marketing. J'envisage vraiment d'apporter des outils à compléter pour faciliter un petit peu la structuration de l'offre avec des jeux de questions-réponses, voilà, des trames déjà prêtes à remplir pour que ce soit très simple à prendre en main parce que le marketing, des fois, ça peut être un mot un peu barbare. Donc, voilà. Donc, j'envisage ça. Si vous avez des idées, bien sûr, ou des questions, ou des besoins particuliers, je prends. Eh ben, c'est que ça va. Moi, j'ai pas bien compris, pardon, excusez-moi, le module 6, qu'est-ce qu'il va aborder en fait? Est-ce que c'est pour les fermes qui veulent accueillir des groupes et du coup de leur essayer je sais pas. Tu vois, à ce stade, encore une fois, c'est un moissonnage à l'échelle de tous les pays. C'est-à-dire qu'il faut qu'on propose quelque chose, si vous voulez, qui corresponde à la France comme aux autres. Donc, forcément qu'on s'est plutôt dit que sur ce module-là, on allait certainement faire une entrée un peu je caricature un peu en logigramme, si tu veux, si soit on a déjà une ferme qui fait de l'accueil ou une activité existante, ou si on a juste envie de démarrer dans son activité. Enfin, je pense on va faire
parcours un peu en entonnoir qui vont monter en niveau suivant en fait la personne où elle se situe dans son activité. Parce que il faut qu'on puisse s'adresser à quelqu'un qui ne fait pas du tout d'accueil, par exemple. Donc un agriculteur qui ne fait voilà, qui fait pas d'accueil pour le moment, hein, et qui a envie par contre de se lancer dans une activité touristique. Comme tout à l'heure, c'était bien de redéfinir ce que c'était l'agritourisme, comme ça peut être un guide territorial qui tout d'un coup a envie de rajouter à son offre une offre agritouristique. Donc, on est en train de se poser la question vraiment du plan de ce module. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous sollicite aussi sur vous, comment vous aimeriez qu'il se construise un petit peu ou qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent. On n'a rien arrêté à ce stade. On est plutôt parti dans cette idée-là, en tout cas, d'avoir plusieurs parcours. Mais voilà, on est hyper ouverte à toute proposition. Est-ce que c'est les activités plutôt liées, ancrées sur un territoire que deux groupes? C'est vrai que j'ai du mal aussi à bien comprendre ce module-là qui apparemment qui est déjà validé, non? Eh ben, c'est validé, c'est validé au global en fait. Hein, on nous a attribué celui-là, donc on a par contre de la marge complètement de manœuvre en fait sur comment on va répondre à cet axe-là. Donc à nous de définir un petit peu, si vous voulez, où est-ce qu'on veut emmener ce module et forcément qu'on a envie d'essayer de répondre le plus aux attentes de nos partenaires français que vous êtes. Donc ça peut être, en tout cas ce sur quoi on s'arrête avec Pauline, ça peut être autant, encore une fois, un accueil sur un site précis d'un agriculteur précis, comme un prestataire touristique qui veut faire de l'agritourisme sur plusieurs lieux, par exemple, avec un groupe. C'était ça votre remarque? Non, c'est le mot groupe qui est peut-être de trop. Est-ce que c'est former les gens dans le cadre d'une dynamique de groupe et éventuellement de projet pour monter sur un territoire qui peut largement dépasser le cadre agricole, hein, avec d'autres opérateurs touristiques? Oui, j'ai pas forcément, parce que vous parliez de démarrage de l'activité, par exemple démarrer une activité d'agritourisme, je ne sais pas si c'est dans ce module-là. C'est peut-être plus la 2, non? Je sais pas. Bah, on est parti dans l'idée que si forcément les personnes elles veulent se dynamiser sur des activités, soit en fait il n'y a pas d'autre module si vous voulez pour se dire je fais de l'agriculture, enfin et j'ai envie de me lancer dans l'agritourisme. Donc nous on s'est dit qu'il nous fallait un prérequis dans celui-là. Je croyais que c'était plutôt le module 2, mais ouais, je suis pas sûre. Pauline, ton avis? Non, ce serait plutôt dans le 6. Enfin, ce serait celui-là qui vraiment. Ou Thomas, si toi tu as eu plus d'infos la semaine dernière, c'est toi qui as les infos les plus fraîches. Alexis, vous avez dit quelque chose? Oui, non, mais du coup, ça, effectivement, la remarque qui vient d'être dite est intéressante. Ça peut être très bien axé sur comment constituer un groupe projet pour dynamiser l'agritourisme sur un territoire avec divers acteurs. Et là, ça peut intéresser justement des guides qui veulent inclure, je sais pas, des visites de ferme dans leurs actions et dans leur packaging, quoi, dans leurs prestations. Autant que apprendre à accueillir un groupe, gérer un groupe, savoir construire son discours quand on présente sa ferme à un groupe. Et donc là, ça n'a rien à voir. Donc, il faut peut-être dans ce module présenter les diverses choses possibles et après réorienter les participants vers telle ou telle formation complémentaire. Je sais que nous, sur l'accueil pédagogique dans les CIVAM, on a notre journée 1 de la formation initiale accueil à la ferme qui tout de suite pose les choses quand on est une ferme qui n'a jamais accueilli. Ah oui, d'accord, en fait, j'ai pas besoin de construire un hall d'accueil pour accueillir du groupe. Il suffit d'avoir des petits trucs et astuces. Mais ça ne peut être fait qu'en physique, sur une formation d'une journée.
Oui, Donc, c'est savoir réorienter aussi vers les offres de formation qui existent déjà Complètement. dans, oui, dans les Complètement. locaux. L'idée, c'est que de toute façon, ça va être un format quand même, tu vois, assez léger en fait, et assez didactique par le Geniali, où les gens vont se déplacer comme dans un PowerPoint un peu interactif. Et nous, notre objectif, c'est bien de renvoyer vers l'existant et de pas, on va pas, enfin, les personnes, elles vont pas se former à l'activité des groupes ou à l'accueil de groupe en 1 heure de e-learning. Donc l'idée, c'est que par contre, de leur ouvrir le champ des possibles et des questions à se poser et des ressources qui existent à aller activer en fait, en fonction de la direction qu'elles ont envie de prendre. Est-ce qu'il y aurait d'autres remarques ou à la limite, c'est pas un apport d'idées, de peut-être par l'expérience de choses à ne pas faire ou en tout cas qu'on n'aimerait pas voir dans ce genre de module? Du coup, moi, j'ai une question. Et dans quel module il y a un peu une présentation de tout ce qui peut se faire en agritourisme et avoir un balayage introductif des questions réglementaires, par exemple? Est-ce que ça, c'est prévu Bah, les questions réglementaires, c'est compliqué puisque du coup, vu qu'on est sur plusieurs pays, là, là c'est plus voilà, là après c'est un peu dans l'initiative de Fablim. Après, on aimerait bien, voilà, s'il y a ce genre de module, justement, Thomas l'avait dit, hein, pour la réglementation, il y a une demande. Le problème, c'est que là, dans le projet vraiment upskill, dans les neuf, c'est impossible du coup un peu à faire, en tout cas par pays, quoi. Donc non, celui-ci, il sera pas traité a priori. Après, il y avait du coup un ajout, oui, sur la réglementation européenne. C'est vrai qu'on aurait plus, du coup, peut-être. Non, c'est moi qui blague, mais là, c'est vraiment beaucoup des réglementations européennes. Donc, c'est vrai que même s'il y a des disparités, Oui, après, ce que je constate, c'est qu'entre l'étude qui a été menée auprès des 9 personnes là, qui ont été enquêtées par Thomas, euh, on n'est pas forcément dans le même objectif au niveau des modules qui sont repris après, travailler Ouais, on a été bah, en un fait, peu. appliquer, quoi. la chef de file, c'est une agence en fait, au niveau de notre partenaire espagnol. Donc, on n'a pas à 100% la main sur le projet. Mais vu qu'il est décliné au niveau national, enfin, c'est vraiment sur cette carte-là qu'on cherche à jouer, en fait. Mm. En fait, on a été un peu à deux temps par rapport au projet. C'est vrai que c'était l'étude, elle était peut-être pas aussi poussée. Donc les résultats ont été publiés assez tôt et donc là on a défini ces 9 modules. Mais nous, vu qu'il y avait un vrai intérêt en tant que Fablim dans le projet, sans le projet Upskill, c'est pour ça que Thomas, en fait, on a continué les entretiens pendant 3 mois, quoi. On était vraiment plus là alignés sur le planning d'Upskill, mais parce qu'on s'est vraiment dit que c'était vraiment nécessaire. Et voilà, comme Thomas l'a dit, c'était aussi bien pour vous que pour nous que cette étude. Évidemment, nous, l'objectif, toujours pareil, en tant que Fablim, c'est d'aller plus loin. En fait, là, l'étude de Thomas, même si du coup, ça répond pas à la lettre là aux 9 modules, nous, ça, on le garde bah, dans l'espoir quand même de pouvoir publier de nouveaux modules qui seront du coup qui répondront vraiment à la lettre à l'analyse de Thomas. Et d'ailleurs, comme dit Thomas, aussi même la compléter, parce que du coup, là, on n'a pas de limite de temps. Vu que c'est quelque chose en interne, là, on pourrait nous continuer à faire sur quelques mois encore des recherches et vraiment ensuite pouvoir restituer de nouveau et là, pourquoi pas faire d'autres modules en plus enfin, sans upskill, quoi. Euh, Je ne sais Yann, pas si la frate est toujours là, mais il y avait eu je crois quand que oui. même une habitude de travail aussi sur des programmes européens. Je ne sais pas, peut-être qu'ils peuvent aussi témoigner. Je ne sais pas si la personne. Je regarde, je pense qu'elle est encore. Oui, je suis C'est là. toujours là. Oui, oui, je vous Merci, écoute Mélanie. attentivement. Effectivement, on a eu enfin, moi un peu moins, j'avais moins suivi ces programmes en particulier sur les programmes européens, mais c'est vrai qu'il y a une certaine
expérience déjà en termes de formation et d'ingénierie pour arriver à monter des programmes qui collent bien aux thématiques. Donc, c'est vrai que s'il y a des besoins en particulier d'échanger sur des thématiques précises, on pourrait organiser des petits temps, peut-être avec Thomas et puis certains membres de mon équipe qui avaient travaillé plus précisément sur les contenus pour voilà, faire part des retours et de ce qui avait pu être mis en place. Super, merci Mélanie. Et Yann, vous avez levé la main. Oui, en fait, c'est complémentaire et en fait, je me pose la question, hein. Nous, on sait faire de l'accueil sur les fermes, on maîtrise assez bien tous ces sujets. La question que je me pose, en fait, c'est comment on travaille sur les déplacements pour arriver sur les fermes. Est-ce que, sur des déplacements doux en particulier, on parle d'entrepreneuriat durable là, dans quel module on pourrait travailler sur cette partie-là, de comment on arrive sur les lieux d'animation? D'accord. Alors, je pense que là, à notre échelle, c'est un peu compliqué, là. Et c'est pas la première fois. En fait, c'est une préoccupation des CIVAM. Quand j'ai discuté avec Julia, elle m'a aussi parlé de ces problématiques-là, effectivement, quoi. Et c'est des problématiques qui se posent même. Enfin, quand je parlais tout à l'heure du fait que, au-delà des projets en tant que tels, il y a la volonté de s'engager plus loin sur des projets qui sont en lien avec, enfin, qui sont cohérents avec les objectifs de développement durable, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de l'association que j'ai interviewée, ils sont un peu isolés, ils ont le même problème au niveau des voitures et ils réfléchissent aussi. Et là, peut-être qu'indépendamment des modules en tant que tels, je pense que plutôt il faudrait qu'il y ait un développement du réseau là-dessus. Ce que je disais tout à l'heure, il y a un manque de réseau sur la dynamique. Euh, j'ai coupé le son? Ça a coupé, ouais, sur manque de dynamique. Qu'il y avait un vrai manque de dynamique. Non, mais en fait, c'est ce que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, il y a un manque de réseau sur la question, en fait, au niveau du développement durable et de l'accueil, etc. Et je pense que là, il faut il y a un vrai échange entre acteurs pour essayer d'envisager des pistes. Et ça, je le mettrais plus en dehors des modules en tant que tels, en fait. Il y a une petite question. En tout cas, Jérôme, vous vouliez dire quelque chose? Ouais, je me posais une question. Euh, Ces modules, pour certains, toujours vont être à destination de gens qui se posent la question d'aller ou pas sur l'accueil à la ferme. Et la question, est-ce que dans ces 9 modules, dans un de ces 9 modules, il est abordé, je dirais, l'aspect économique de la chose, quoi. Eh bien non. Tout y aller, il faut Mm, aussi que mm. derrière, Oui, les gens, ils font pas ça, ils font partie ça peut-être pour leur plaisir, mais il n'y a pas que, quoi. Voilà. tout à fait. Bon, de manière transversale aussi, peut-être avec les Ouais, questions de marketing, etc. Il y a des choses à aborder, je sais pas. mm. Parce qu'après, je me dis, dans le 2 il y aurait beaucoup de choses, donc j'ai l'impression qu'on y mettrait tout à la fin. Donc, très bien. Mais en tout cas, on prend note parce que du coup, c'est que des besoins donc à noter et à développer par la suite. Est-ce que, alors dans le chat, je vais regarder si on a de nouvelles choses. Donc, il n'y avait pas d'autres questions. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose concernant les modules? Et dans tous les cas, donc, Thomas et moi, on reste disponibles. Bon, Thomas reste disponible jusque vendredi, puisque réellement son stage est terminé. Mais moi, je reste bien sûr disponible si finalement vous voulez qu'on échange un peu plus sur un sujet en particulier du webinaire ou en tout cas sur les modules. Si vous avez voilà, si dans les prochains jours vous avez finalement des nouvelles remarques sur les modules, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail en listant un peu vos remarques. Il y a pas de souci. Nous, justement, c'est le moment de les intégrer, donc on fera le maximum pour que toutes les remarques soient prises en compte. Si on continue pour conclure parce qu'il est déjà l'heure. Thomas, je veux bien que tu passes. Ok.
Les prochaines étapes, du coup, upskill. Donc, bah, c'est ce qu'on a fait un petit peu là. Donc, c'est l'avis sur les contenus des modules de formation. Donc, comme l'a bien dit, du coup, Émilie, voilà, il y avait ce temps d'échange où on pouvait donc le faire, mais c'est dans la durée, hein. Au final, le module, il va être en test jusqu'au mois de mars. Donc, on va pouvoir l'enrichir et le modifier pendant quelques mois. Donc voilà, si plus tard vous souhaitez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. On a Également, besoin pour- éventuellement de gens aussi pour les tester, donc de faire des oui, retours sur les modules. exactement. Du coup, à partir peut-être, je pense, du mois de mi-novembre, les modules seront testables, on va dire, en interne. Donc, si vous souhaitez du coup faire partie des testeurs, voilà, juste sur une partie, hein, si vous voulez pas vous engager sur le module en entier, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je pense que on rééchangera d'ici là, mais voilà, c'est vrai que ce serait important pour nous d'avoir des vrais testeurs Oui, c'est qui maîtrisent quoi. c'est Pardon, vraiment Thomas? envisagé de manière très dynamique, c'est-à-dire que les retours qui peuvent être en test, on est vraiment 100% susceptible de justement les intégrer en fait, hein. C'est pas comme ça en passant, hein. C'est vraiment une démarche plus collaborative qu'on aimerait Ah oui, arriver à. tout à fait, oui, oui. Oui, oui, tout à fait, parce que là, c'est vraiment le début. Ce sera le premier test, je pense, mi-novembre. Et vraiment, de toute façon, ce module est fait enfin, est pas fait que pour nous. Donc, le but, c'est vraiment qu'il colle au maximum au futur public. On a du coup la formation des mentors en Irlande au mois de novembre. Euh, donc, si jamais vous êtes intéressé également par savoir pour ce qui va se passer en Irlande, n'hésitez pas à me contacter. Et ensuite, on continuera donc ce petit groupe d'échange et de partage. Voilà, on n'a pas de date pour la prochaine. C'est vrai que là, on s'était dit tous les 3 mois. Et si ça vous semble pertinent comme planning, on pourra continuer sur cette lancée. Et voilà, donc ça, c'est un peu nos prochaines étapes. Là, le gros du gros, vous avez bien compris, c'est les modules. Mais après, si vous avez d'autres contributions, c'est-à-dire que si voilà, vous connaissez une autre structure qui aimerait se joindre au groupe, etc., n'hésitez pas du tout à me communiquer, à m'envoyer un mail pour qu'on les intègre. Et voilà, je pense que du coup, on a terminé là, ce webinaire. Il est l'heure, s'il y en a qui doivent partir, il y a pas de problème. Et après, si certains veulent rester pour 5 minutes d'échange, si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. On reste encore connecté 5 petites minutes. J'aurais une question. Oui, Ces modules qui vont être faits par différents partenaires, hein, en quelle langue ils seront? bah, du coup, ils vont être tous en anglais et en français et en chaque langue de chaque pays. D'accord. OK. Et ensuite, l'accès à ces modules sera réservé à certaines personnes, à certaines structures. Ces modules seront gratuits, mis à disposition ou pas du tout? Comment ça va C'est en fonctionner? open source et c'est Open gratuit. source. D'accord. Que la seule demande sera peut-être de se faire un compte sur la plateforme, mais ça restera gratuit, quoi. Ça, il n'y a pas de souci, ce sera juste une petite inscription pour suivre la progression. Ben, merci à tous et puis à très vite. On reste en contact et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. À très bientôt, au revoir.